Combien coûte la seule véritable voiture sport d'Infiniti, la Q60, qui est sur le marché depuis maintenant 7 ans, si on considère qu'on arrive à 2021, que le modèle 2021 ne change à peu près pas par rapport à cette version qui est un modèle 2020. Une voiture très intéressante qui a été lancée en 2014, évidemment, qui a succédé au modèle G35, G37, qui ont connu beaucoup de succès dans les années 2000, pardon. Mais évidemment, le marché s'est effrité et la marque Infiniti a perdu un peu de son image au fil des années, puisque depuis 2013, c'est l'utilitaire QX60 qui mène le bal en matière de vente, un produit qui n'a rien d'Infiniti, si vous voulez mon avis, parce que ce produit-là ne partage pas du tout l'ADN de la marque, une marque qui se voulait à l'époque sportive, dynamique, avec des lignes très sportives qui donnent l'impression que le véhicule est en mouvement de façon constante. Évidemment, avec le QX60 qui est directement dérivé du Pathfinder, pas besoin de vous dire qu'on n'a rien de tout ça. Et à travers tous les VUS Infiniti, il y en a qui ont connu du succès, d'autres moins. Mais les voitures Q50 et Q60, qui est la version 2 portes de la Q50, bien, ce sont des voitures qui, elles, ont conservé leur ADN d'origine. Donc, pour moi, les produits les plus intéressants de la marque, sauf que ça fait quand même un certain temps qu'on ne les a pas renouvelés. Et même si ces voitures-là, aujourd'hui, poursuivent leur carrière carrément dans l'ombre des voitures allemandes et même de certaines japonaises en concurrence, bien, ça demeure pour moi des produits franchement intéressants, qui ne sont pas sans défaut, mais qui valent vraiment la peine d'être considérés. C'est pour ça que j'ai décidé cette semaine, de reprendre la route d'une Q60 dans sa version Red Sport, la plus poussée, la plus chère. On frôle les 70 000 avec cette voiture-là, donc c'est quand même pas donné, mais c'est une voiture très sérieuse et j'ai roulé 3000 km à son volant. Je suis parti de chez moi, je me suis rendu à Québec, je me suis rendu à Muskoka dans le nord de l'Ontario. J'ai passé par les routes très sinueuses du nord de l'Ontario, des routes qui sont magnifiques et qui font en sorte qu'on se fait un peu moins avoir. Parce que, je dis avoir parce que sur les routes du Québec et particulièrement sur la 40, qui me relie, moi, à la ville de Québec, bien, on sait qu'il y a des vallons sur l'autoroute, c'est très inégal. Et en raison de la largeur des pneumatiques et de la conception de la suspension, bien, la voiture vacille un peu toujours comme ça dans les roulières et ça devient un peu agaçant. Mais évidemment, un problème comme ça se règle facilement lorsqu'on arrive en Ontario où les routes sont toujours plus belles. Et j'ai pu aussi découvrir des routes en lacets qui sont parfois dégradées, mais qui m'ont prouvé que la voiture a une extraordinaire rigidité structurelle malgré son âge. Alors ça, c'est tout à son avantage. Et c'est quelque chose de rassurant parce que l'autre raison pour laquelle je voulais mettre à l'essai la Q60 cette année, c'est parce que je sais pertinemment qu'on utilisera cette plateforme-là et cette mécanique-là pour la prochaine génération de la Nissan Z qu'on va vraisemblablement baptiser Nissan 400Z. Pourquoi 400Z? Pas parce qu'elle aura un moteur 4 litres, mais parce qu'elle développera 400 chevaux comme la voiture qui est ici, qui est équipée d'un moteur 3 litres turbo-compressé qui fait 400 chevaux dans cette formule-ci, mais si vous optez pour un modèle d'entrée de gamme, vous aurez une variation de ce même moteur avec 100 chevaux en moins. C'est quand même pas rien parce que 300 chevaux, c'est un bel équilibre pour cette voiture-là. Mais croyez-moi, lorsqu'on goûte aux 100 chevaux supplémentaires, on ne veut pas revenir en arrière. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à exploiter cette puissance-là, qui est jumelée en passant, un moteur qui est jumelé à une transmission à 7 rapports qui fait un boulot incroyable. Ce n'est pas une boîte séquentielle double embrayage, ce n'est pas aussi performant que ce que vous allez retrouver chez Audi, mais à tout le moins, c'est fiable, c'est très fiable, c'est très fiable même. Pour avoir des gens dans mon entourage qui possèdent des voitures comme celle-là depuis plusieurs années, on fait un entretien minimal, ça coûte pas cher d'entretien, alors c'est une pécadille par rapport à la majorité des voitures européennes qui sont sur le marché en compétition par rapport à ça. Alors la compétition directe, ça serait par exemple le coupé BMW de série 4, l'Audi A5 ou S5 dans ce cas-ci, parce qu'évidemment, à 400 chevaux, on ne se compare pas avec un 4 cylindres, ce genre de voiture-là. Et l'Infiniti n'est vraiment pas en reste, même si c'est une voiture qu'on oublie, une voiture à laquelle on ne pense pas lorsqu'on magasine dans ce segment-là. Les ventes ne sont pas là d'ailleurs et on comprend un peu pourquoi, parce que les prix ont quand même monté ces dernières années et j'ai choisi aussi de regarder un peu ce que ça avait l'air du côté du marché d'occasion pour voir un peu quelle était la dépréciation de cette voiture-là. J'y reviendrai un peu plus tard. En attendant,
Je vous parle de la voiture parce que le plaisir de conduire de cette voiture-là est quand même assez impressionnant. Il n'y a pas de boîte manuelle. C'est un rouage intégral qu'on offre de série au Canada. Dans le passé, on avait des versions en propulsion qui sont toujours offertes sur le marché américain, mais le marché canadien n'étant pas très friand de ce genre de configuration, on a décidé d'offrir le rouage intégral de série, qui est une bonne chose. La voiture est très équilibrée, elle est agréable à conduire. J'adore la position de conduite. Pas beaucoup de dégagement, visibilité très moyenne, je l'admets, et la console centrale qui est quand même assez imposante en ce sens qu'il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de vide-poche, c'est pas super pratique. Mais depuis qu'on a optimisé le système d'infodivertissement, depuis qu'on a ajouté Apple CarPlay et Android Auto, bien, l'ergonomie en ce qui concerne les deux écrans superposés, c'est beaucoup mieux que dans le passé où c'était un cauchemar. On avait de l'information répétée sur les deux écrans, on ne savait pas où donner de la tête lorsqu'on allait chercher une information. Et maintenant, bien, c'est chose réglée grâce à cette application Apple CarPlay qui est offerte de série, heureusement. Là, à ce prix-là, on s'entend. Et ce qui est ironique, c'est qu'on a quand même ajouté une molette pour contrôler ces deux écrans-là, molette qui est totalement inutile à mon avis, sauf pour l'utilisation des caméras multi-angles, parce que sinon, vous ne vous en servirez carrément jamais. Et ça prend un espace de choix sur la console centrale. Donc, si c'était juste de moi, bien, je retirerais cette molette-là et j'utiliserai les deux écrans tactiles qui sont somme toute très efficaces. Position de conduite intéressante, les performances sont là, la sonorité mécanique, lorsqu'on pousse la machine à plein régime, on entend un sifflement des turbocompresseurs et c'est particulièrement agréable. Ce n'est pas une voiture qui a un problème d'insonorisation, honnêtement. On a la sonorité juste parfaite pour que ce soit agréable, mais attendez-vous pas à un coupé aussi raffiné que les plus récentes créations allemandes. Là-dessus, il y a quand même une certaine limite parce qu'évidemment, la voiture montre quelques signes de vieillesse. Rappelons qu'elle est arrivée sur le marché en 2014 et que depuis, quelques retouches seulement lui ont été apportées. Évidemment, avec la version Red Sport qui a été retravaillée. Et je me permets de vous dire que Infiniti pousse un peu la limite parce qu'on l'appelle la Infiniti Q60 3 litres T Red Sport Highline. C'est long à retenir et ça ne sert pas à grand-chose. Et ce que ça fait en sorte, c'est qu'on retrouve un peu trop de logos sur la carrosserie, ce qui vient, à mon avis, atténuer la beauté des lignes parce que c'est une voiture qui vieillit très bien, à mon avis. Au niveau des lignes, c'est génial. On ne peut pas deviner que c'est une voiture qui a 8 ans d'âge. Alors, moi, j'enlèverais quelques logos personnellement, mais ça, c'est mon goût personnel. Une voiture que j'aime beaucoup conduire, mais il faut mentionner que dans le cas de cette version-ci, on a une direction électronique. Donc, une direction qui n'a pas d'arbre, qui n'est pas connectée directement avec les essieux avant, ou avec les roues avant, pardon, parce que tout se fait de façon électronique. C'est très précis, mais au niveau du feedback, au niveau des sensations dans le volant, il y a une petite lacune. On est loin du feeling qu'on aurait, par exemple, avec une Porsche ou une BMW. Et ça, c'est ma petite déception, mais c'est quand même un peu plus précis que ce que vous allez avoir sur les autres versions des Q60 qui, elles, ont des directions plus traditionnelles. Alors, je choisirais quand même cette option-là, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de feedback dans le volant, surtout, justement, lorsqu'on se retrouve en situation où bien, on est dans des roulières et on doit constamment corriger la trajectoire de la voiture. Autre chose, bien, régulateur de vitesse intelligent, oui, mais je peux vous dire que la détection de changement de voie, c'est assez sommaire. On n'a pas le système ProPilot Assist là-dessus qu'on a sur plusieurs produits Nissan. Alors, ça montre encore une fois quelques signes de vieillesse de cette voiture-là. Est-ce qu'on achète une Q60 dans cette optique-là? Peut-être pas, mais on peut s'attendre à avoir ce genre de technologie chez Nissan alors qu'on l'offre sur des modèles qui coûtent la moitié du prix de la Q60 Red Sport. Alors, petite déception de ce côté-là. Évidemment, il faudra attendre la prochaine génération, si prochaine génération il y a, parce que les ventes ne sont pas nécessairement au rendez-vous, mais enfin, il faudra attendre la prochaine génération pour pouvoir bénéficier de toutes ces technologies. Alors, une voiture que j'ai bien aimée, les performances sont intéressantes. C'est vraiment pas désagréable en hiver en passant. La dernière fois que j'avais conduit ça, c'était sous moins 20 degrés sous zéro et dans des conditions qui n'étaient pas évidentes et la voiture se comportait quand même assez bien. Faites attention par contre parce que les jantes ont un très grand diamètre et les flancs des pneus sont très minces, donc ça peut cogner assez dur l'hiver. Peut-être une bonne idée de réduire la taille des roues si ça se fait parce qu'on a quand même des roues des freins de grande dimension là-dessus.
certainement que vous pouvez baisser d'1 pouce. Alors, les prix, 53 200 à 70 700 selon la version que vous choisirez. Donc, 53 200 pour la 3 litres turbo pure à 300 chevaux, 59 600 pour la version luxe. On monte de près de 10 000 ensuite pour accéder au moteur de 400 chevaux, 68 200 pour la Red Sport Highline. Et dans le cas de cette version-ci, qui est équipée de l'option Proactive, c'est 2 500 de plus, donc 70 700. À ça, vous ajoutez 750 pour la couleur grise qui est ici. En fait, à peu près toutes les couleurs sont une option de 750 sauf le noir traditionnel. Et en incluant un rabais du constructeur de 1 800 qui est actuellement en cours, bien, vous allez débourser sur un 72 mois à un taux de 2,99 1 216 par mois sur 6 ans, toutes taxes incluses. C'est pas mal de sous. Et si vous louez, vous êtes à 1 062 sur 48 mois, 20 000 km par année à un taux de 1,99 et avec une valeur de rachat au bout du terme à 29 250 plus taxes. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai voulu regarder un peu combien pouvait coûter cette voiture-là sur le marché d'occasion une fois le terme de location terminé. Et j'ai évalué que pour une version tout équipée comme celle-là, les concessionnaires demandent entre 35 et 37 000 mais pour des voitures qui souvent vont avoir 15, 20, 25 000 km et non pas 80 000 km. Donc, la valeur résiduelle à 29 250 elle est assez juste, considérant que les modèles que j'ai vus ont beaucoup moins de kilométrage. Et moi, ça m'amène à me dire que la dépréciation est quand même assez forte et que je serais probablement attiré vers un modèle usagé d'1 an ou 2 qui aurait été évidemment traité décemment parce que certains des acheteurs de ce genre de voitures-là peuvent vouloir les pousser peut-être un peu trop. Mais la dépréciation est forte et c'est probablement le plus gros défaut de cette voiture-là. Et je mettrais la faute sur certains concessionnaires ici au Québec qui ont eu la fâcheuse idée d'obtenir de gros inventaires et de vouloir les liquider en faisant des publicités monstres un peu partout, ce qui vient évidemment d'évaluer non seulement le produit, mais l'image de la marque. Et il va falloir qu'Infiniti corrige cette situation-là, parce qu'actuellement, la marque Infiniti ne rayonne pas particulièrement. Il y a certains produits qui ne connaissent pas de succès. Ça devrait connaître beaucoup plus de succès que ça, malheureusement, et on n'est pas là. Mais en attendant, à ce qui me concerne, la Q60 et la berline Q50, ce sont des produits très intéressants dans la gamme Infiniti qu'il ne faut pas renier. Mais prenez soin de négocier votre achat. Regardez peut-être du côté du marché d'occasion. Et sinon, bien, allez voir un véhicule neuf et négocier serré parce que c'est une voiture qui, sur un très long terme, va être intéressante en matière de rendement, en matière de performance d'agrément, mais aussi de coût de revient à long terme parce que l'entretien coûte pratiquement rien et la fiabilité est nettement supérieure à tout ce que vous pourriez vous procurer du côté des constructeurs européens.